Julie de Lestrange a écrit pour la télévision, le théâtre et pour l'événementiel, et puis elle a publié son premier roman en 2016, Hier encore c'était l'été, et sa suite récente Danser encore, qui permet de retrouver la même bande d'amis dans des textes générationnels et manifestement attachants, mais c'est la dystopie young adulte qu'elle a fait paraître chez Michel Lafon, La Nouvelle Arche, qui s'inscrit cette fois franchement du côté de l'imaginaire et qui nous retiendra aujourd'hui. Et enfin, Johanna Marines est l'autrice de nouvelles et de 2 romans déjà, à côté de son diplôme en pharmacie. Une dystopie, donc on a voilà, un côté dystopique là, Astronomie, qui est paru en 2018 aux éditions du Flot des mots, et puis une connexion steampunk de part et d'autre avec Cendre, son roman paru chez Snag, qui bon, est peut-être moins steampunk que historico-fantastique, parce qu'en fait la technologie et la magie sont beaucoup plus à l'arrière-plan que l'étude des caractères, et puis de l'atmosphère bien particulière de la ville qu'elle nous présente, la ville de Londres à la fin du 19e. C'est de ça qu'on va parler ensemble, c'est le thème de ce café. La ville, lieu du romanesque entre fascination et répulsion. Et effectivement, les métamorphoses des villes sont au cœur de ces 4 ouvrages. Ville du passé, ville du futur. Alors, Mel d'abord, parce que du coup, le pouvoir du passageur, notre héros, lui nous permet justement de confronter presque sans transition 2 époques d'une même ville, qui est Paris. Le Paris d'aujourd'hui, et paf, le Paris de la Commune en 1870, et puis celui du nouveau volume. Alors qu'est-ce qui change? Comment tu orchestres ces changements entre la ville d'aujourd'hui et la ville d'hier? Moi, c'est un côté qui me fascine quand je me promène à Paris. C'est le fait que les bâtiments soient finalement et une mémoire. J'avais beaucoup travaillé là-dessus aussi dans l'architecture, une mémoire que je ne connais pas et que finalement je suis une seconde dans leur histoire. Et donc pour penser ces changements, pour essayer de les comprendre, en fait, j'ai recours à des stratagèmes relativement évidents, genre les albums photos, par exemple pour la commune, il y a eu énormément de photographies de prises, donc voilà, pour essayer de voir, de s'imprégner de l'atmosphère, de comprendre ce que ça pouvait être en fait, mais il y a aussi besoin de plans parce que les villes changent beaucoup, et donc notamment pour retourner à l'époque de la commune, il y a eu des gros changements, notamment après ce qui s'est passé là, et donc du coup retrouver des cartes de l'époque. Donc tout un travail de documentation, et puis après aller sur place, quoi. C'est-à-dire en fonction des lieux que j'ai besoin de traverser, y aller, je sais pas, prendre la mesure de l'atmosphère, récupérer les odeurs, les sensations, et puis essayer d'utiliser ça et de les transmettre par le biais du roman. Mais c'est vrai que je pense notamment à Montmartre. C'est très compliqué d'imaginer Montmartre avant le Sacré-Cœur. Et pourtant, c'était nécessaire. Je ne pouvais pas ne pas aller à Montmartre. Mais du coup, il y avait une superposition là qui était très dure à faire pour moi. Oui, c'est la première scène de Voyage dans le temps, si je me rappelle bien, où effectivement on passe du Sacré-Cœur bondé avec ses touristes à rien. Un fort dans l'obscurité. Montmartre, c'était une butte armée en fait. Il y avait des canons à Montmartre. C'est ce qui a déclenché tout le bazar en question. Et dans le nouveau volume, à quoi ressemble le Paris de l'occupation de J'avoue, je ne l'ai pas lu parce que donc il est sorti hier. Oui, c'est Paris occupé par les Allemands, donc j'ai envie de dire c'est étouffant. En plus, j'ai choisi le plein été, donc c'est étouffant de tous les côtés. Pour Matteo, c'est un Paris qui ne se ressemble pas. C'est un Paris où il y a beaucoup de choses silencieuses aussi, et j'essaie de ne pas faire de spoiler, mais voilà, il y a beaucoup de silence, beaucoup de calme dans ce Paris-là, et donc cette chaleur qui pèse sur sa ville, alors que lui, il arrive du plein hiver, on est à la veille de Noël, lui, dans son présent. Donc c'est vraiment, il y a une dichotomie là qui se crée, climatique, et puis en termes
d'ambiance, puisqu'il part du Paris où c'est bientôt Noël, donc les gens sont dans les rues parce qu'ils font leurs courses de dernière minute, et Paris, la semaine avant Noël, c'est... voilà. Et il arrive dans ce Paris bouillant de l'été, et où tout est silencieux, réservé, et donc du coup, voilà. Là, on joue plutôt sur la dichotomie de l'atmosphère. Floriane, ça se passe également à Paris, puis un Paris qui n'est pas tellement éloigné de celui du Coq et l'Enfant, puisqu'on est en tournant du 19e, toute fin 19e, mais c'est un Paris complètement métamorphosé par, comme c'est les produire le steampunk, que vous nous proposez de découvrir. C'est un Paris qui a très ancré en lui les classes sociales, où en fait on a un hypercentre parisien qui est enfermé sous un dôme, où l'hiver ne vient jamais, où il fait toujours très bon et très chaud, et où du coup les bourgeoises ou les nobles peuvent avoir des jardins et s'habiller comme ils veulent toute l'année, et ça permet surtout de séparer ces personnes riches des personnes pauvres qui vivent dans les faubourgs. Du coup en fait tout l'extérieur des quartiers, c'est vraiment très centraux de Paris, devient une espèce de faubourg où on a beaucoup d'usines, où il y a de la misère et où les gens rêvent de ce dôme sans jamais pouvoir y accéder parce que c'est très contrôlé. Donc c'est un Paris un peu différent. En fait, j'ai cherché les cartes. J'ai cherché les cartes des années 90 à 1890 à 1900. Parce que du coup, c'est une période de charnière aussi. On a construit la Tour Eiffel à cette période-là, donc tout est en train de se mettre en place. Et ces éléments qu'on a l'habitude de voir, qui sont pour nous tellement ancrés dans le décor qu'on ne les remarque même plus, la Tour Eiffel, voilà, elle est là. Et ben pour eux, c'est nouveau encore, c'est des choses qui viennent d'arriver. Et du coup, j'ai cherché les cartes pour voir comment c'était agencé, quels étaient les bâtiments que je pouvais réutiliser, qu'est-ce qui existait déjà. Et du coup, j'avais imprimé une carte et j'avais redessiné les contours de Paris avec mon dôme, alors comment je le mettais, quels étaient les quartiers qui étaient coupés. Et j'avais tout réorganisé en d'autres faubourgs, en fait. Donc du coup, tout le nord-est devenait des faubourgs mécaniques où il y avait des grandes usines, où on venait à travailler là, tous les jours à la mine. Le sud était pris donc, sur l'ancien, le cimetière du Montparnasse était devenu une extension de ce qu'on appelle la foire, qui est une espèce de grande fête foraine qui ne s'arrête jamais. Et du coup, c'était très intéressant de travailler sur des vrais documents historiques et d'imaginer ce qu'on aurait pu faire d'autres si ça allait un peu mal tourner. Oui, puis de le croiser avec donc un imaginaire steampunk que lui on retrouve, mais dans Paris. C'est ça. Après, l'avantage du steampunk, c'est qu'en fait, comme c'est une époque qui a vraiment existé, on se base quand même sur la belle époque, mais qui est quand même une période réelle de notre histoire. Mais on a cette possibilité d'avoir énormément d'informations historiques et de pouvoir se baser sur des choses qui existent vraiment. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire dans le groupe. Il y a énormément de choses qui sont historiquement vraies et de leur amener parfois un petit supplément fantastique ou mécanique ou voilà, d'autres choses, un peu de science-fiction pour on va dans la lune. Voilà, pour séparer ces données réelles pour les amener dans l'imaginaire.